j'ai tué mon beau-père. Pas d'un coup de couteau dans le noir, non, ce serait trop facile, trop vulgaire pour un homme comme lui. J'ai tué son empire de mensonges, brique par brique, jusqu'à ce qu'il s'effondre sous le poids de ses propres vices. Et le plus beau? Il n'a jamais vu venir la lame que j'ai aiguisée avec ses propres secrets. Imaginez, un homme respectable, pilier de la communauté lyonnaise, ruiné par des nuits de roulette à Annecy, vendant le seul refuge de mon enfance pour un sursis illusoire. J'ai juré sur les cendres de ma mère qu'il paierait. Pas avec du sang, mais avec l'humiliation qui ronge l'âme. Et si je vous disais que la vengeance n'est pas un feu qui consume tout, mais un poison lent qui vous laisse savourer chaque goutte de désespoir chez l'autre? Accrochez-vous, car cette histoire n'est pas pour les âmes tendres. Les Alpes françaises s'étendaient devant nous comme un tapis de velours vert en été, ou un manteau de neige immaculée en hiver. Le chalet de Chamonix n'était pas qu'une maison, c'était un sanctuaire, un poumon que je respirais quand la vie à Lyon étouffait mes poumons de béton et de trahison. Ma mère l'avait acheté avec l'héritage de son père, un vieux montagnard qui y avait élevé ses chèvres et ses rêves. C'est pour toi, ma chérie, m'avait-elle dit un soir d'automne 2005, alors que j'avais 13 ans et que le monde encore me semblait juste. Pour que tu aies un endroit où le cœur peut guérir. Elle s'appelait Élise, ma mère. Une femme aux cheveux châtains qui dansait comme des feuilles mortes sous le vent du lac Léman, des yeux verts qui voyaient au-delà des apparences. Elle avait rencontré Henri, mon beau-père, lors d'une exposition d'art à la Biennale de Lyon. Il était galeriste, un homme au costume impeccable, à la voix suave qui vendait des toiles comme s'il offrait des promesses d'éternité. Il est stable, Sophie m'avait-elle confié, les jours rosés par un verre de chardonnay trop généreux. Stable. Le mot qui scelle les tombeaux. Henri n'était pas méchant au début. Il apportait des croissants frais le dimanche, racontait des anecdotes sur Picasso comme si j'étais son égal intellectuel. Mais sous la surface, il y avait des fissures. Des nuits où il rentrait tard, l'haleine chargée d'un mélange de whisky et de regrets. Des affaires, ma puce, disait-il en m'ébouriffant les cheveux, comme si j'étais encore une enfant. Ma mère, amoureuse, fermait les yeux. Moi, je les ouvrais grands. Le chalet devint notre rituel. Tous les étés, nous y fuyions la chaleur suffocante de la ville. Je me souviens du craquement du plancher sous mes pas nus, de l'odeur de pain qui imprégnait les rideaux fanés, du feu qui ronflait dans la cheminée pendant que maman lisait Balzac à voix haute. Henri participait, bien sûr, où il ramassait du bois, cuisinait des tartiflettes qui fondaient en bouche comme du péché. Mais je voyais ses yeux s'égarer vers son téléphone, vers des notifications qui le faisaient pâlir. Des paris, des enjeux, des dettes qu'il camouflait derrière son sourire de vendeur. Un soir de 2012, tout bascula. J'avais 18 ans, fraîchement diplômé du lycée, et je venais d'annoncer mon inscription à l'école des beaux-arts. Maman était fière, rayonnante. Henri, lui, était absent. Rentré à l'aube, il s'était effondré sur le canapé, une bouteille de cognac à moitié vide à ses pieds. « Qu'est-ce qui se passe ?» avait demandé maman, la voix tremblante. Il avait marmonné quelque chose sur un client qu'il avait doublé, sur des tableaux invendus. Mais je savais. J'avais fouillé son bureau une fois, par curiosité d'adolescente. Des relevés de casino, des IOU griffonnés sur des post-it jaunis. Des dettes qui grimpaient comme du lierre vénéneux. Puis, le cancer. Rapide, vorace. Ma mère s'éteignit en 6 mois, dans une chambre d'hôpital aux murs blancs comme des linceuls. Henri organisa les funérailles, impeccable en noir, serrant des mains comme s'il vendait des condoléances. Moi, orpheline de cœur, je m'accrochais au chalet. C'était tout ce qui restait d'elle, les livres cornés sur l'étagère, la couverture tricotée posée sur le dossier du fauteuil, l'odeur fantôme de son parfum aux lavandes. « C'est à toi maintenant, Sophie, » avait-elle murmuré dans son dernier souffle, sa main froide dans la mienne. À moi. Pas à lui. Les années passèrent en un brouillard de deuil et d'études. Je devins restauratrice d'œuvres d'art, voyageant entre Paris et Lyon, réparant des toiles déchirées comme si je pouvais recoller les morceaux de ma vie. Henri, lui, prospérait en apparence. Sa galerie s'agrandit, il exposa des contemporains qui valaient des fortunes. Mais les nuits de poker à Genève, les tables de blackjack à Monte-Carlo, le rongeaient de l'intérieur. Je l'entendais parfois, au téléphone, voix basse, juste un dernier coup, et je suis quitte. Mensonge. C'est en 2020, au cœur de la pandémie, que je rentrais au chalet pour la première fois depuis des mois. La France confinée, le monde à l'arrêt. J'avais besoin de silence, de montagne.
Mais en arrivant, quelque chose clochait. La clé tourna trop facilement dans la serrure neuve, brillante. À l'intérieur, des meubles déplacés, des rideaux remplacés par des voilages bon marché. Et sur la table de la cuisine, une lettre notariée. Vente conclue au profit de Monsieur Henri Duval, pour un montant de 450 000 €. Mon cœur s'arrêta. Vendu? Par qui? Le notaire, contacté en urgence, fut clair, Henri avait hérité d'une procuration sur les biens de maman après son décès. Un oubli dans le testament, mademoiselle. Il a agi en tant que tuteur. Tuteur. Le mot me brûla la gorge comme de l'acide. Il avait vendu le chalet pour rembourser ses dettes de jeu 450 000 €, pile le trou qu'il avait creusé au casino de Divonne. Mon sanctuaire, mon dernier lien avec elle, troqué contre des jetons et des illusions. Je l'appelai ce soir-là, la voix cassée par la rage. Comment as-tu pu, Henri? C'était à moi. Il rit, d'abord un rire nerveux, puis forcé. Sophie, ma chérie, c'était pour le mieux. Les impôts, les réparations. Et puis, tu es une grande fille maintenant. Tu n'y vas plus. Pour le mieux. Comme si mon deuil était une ligne comptable à équilibrer. Ce fut le début de ma descente. Pas en spirale, non en ligne droite, implacable. Je ne pleurais pas. Je planifiais. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui grandit jusqu'à devenir tonnerre. Et la mienne, elle serait française jusqu'à la moelle, logique, impitoyable, imprégnée de cette élégance froide qui fait trembler les hypocrites. Je commençai par fouiller. Son bureau, ses mets, ses comptes en banque, tout ce qu'un beau-père confiant laisse traîner. Des années de fraude fiscale, de prêts usuraires, de pots de vin pour des expertises truquées. Henri n'était pas un joueur, c'était un parasite, suçant la vie des autres pour gonfler la sienne. Et le chalet? Juste la première pièce du puzzle qu'il avait démantelé. Assise dans le café du Vieux Lion, sous la pluie fine qui ruisselle sur les pavés, je traçais mon plan sur un carnet. Pas de violence brute, ça, c'était pour les films hollywoodiens. Non, je l'étranglerais avec ses propres cordes, la loi, la société, son orgueil. Étape 1, rassembler les preuves. Étape 2, les distiller, goutte à goutte, dans son monde impeccable. Étape 3, regarder brûler ce qu'il chérit le plus haut, sa réputation. La nuit tombait sur la Saône, et avec elle, une résolution d'acier. Henri avait pris mon passé, je prendrais son avenir. Lentement. Savoureusement. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse et de fureur contenue. Lyon, ma ville natale, avec ses traboules sombres et ses bouchons interminables, devint mon terrain de chasse. J'embarquai un avocat, un jeune loup de la Pardieu aux yeux perçants, qui flairait les affaires comme un chien de chasse. C'est du solide, mademoiselle Lefebvre, dit-il en feuilletant les documents que j'avais photocopiés en cachette chez Henri. Fraude successorale, peut-être même blanchiment si on creuse les casinos suisses. Mais ça prendra du temps. Du temps. Le mot me rongeait. Henri continuait sa vie comme si de rien n'était, inauguration de galeries, dîner avec des collectionneurs bedonnants, selfies sur Instagram devant des monnaies prêtées. Je le suivais, ombre discrète, notant chaque sourire forcé, chaque poignée de main trop longue. Il avait rajeuni, paradoxalement les dettes payées par mon chalet lui avaient donné un éclat factice. Mais je voyais les craquelures, les cernes sous ses yeux, le tremblement de sa main quand il signait un chèque. Ma première frappe fut subtile, un coup de sonde. J'envoyai une lettre anonyme à son assureur, avec des copies de relevés bancaires montrant des retraits massifs vers des comptes offshore. Pas assez pour alerter la police, juste pour semer le doute. 2 jours plus tard, il m'appela, voix mielleuse, Sophie, ma grande, on dîne ensemble? Ça fait longtemps. Je souris dans le vide de mon appartement, les murs tapissés de photos du chalet avant, avec maman, après, avec l'acheteur inconnu qui y installait son jacuzzi vulgaire. Le dîner eut lieu au Café des Fédérations, ce bastion lyonnais où les saucisses grillent et où les secrets se murmurent entre 2 verres de Beaujolais. Henri arriva en retard, cravate de soie rouge sang, parfum boisé qui masquait mal son anxiété. Tu as l'air en forme, mentis-je en sirotant mon verre. Il rit, trop fort. Et toi, toujours cette beauté sauvage. Comme ta mère. Le nom d'Élise plana comme un fantôme. Je le laissai s'installer, commander l'onglet saignant qu'il aimait tant. Puis, je lâchai l'hameçon. J'ai visité le chalet l'autre jour. Ou ce qu'il en reste. Ses couverts s'immobilisèrent.
Et alors? Je dépeignis la scène, les nouveaux propriétaires, un couple de Parisiens bruyants, transformant la chambre de maman en home cinéma. C'est drôle, non? Comment un papier peut effacer des souvenirs? Il avala sa bouchée de travers, tout ça. Sophie, c'était nécessaire. Les dettes. J'ai protégé ta part de l'héritage. Ma part. Le mensonge coula comme du vin aigre. Protégé? Ou parier aux tables de Divonne? Ses yeux s'écarquillèrent, juste un instant assez pour que je savoure. Qu'est-ce que tu insinues? Je haussai les épaules, faussement innocente. Rien. Juste que j'ai rencontré un notaire. Des irrégularités dans la procuration. Il blêmit, mais se reprit vite. Des bêtises. On en reparle plus tard. Le dîner se termina sur des banalités, mais je sentis le poison s'infiltrer. De retour chez moi, je creusai plus profond. Utilisant mes contacts à la Beaux-Arts, j'accédais à des archives d'expertise d'art. Henri avait truqué des certificats pour gonfler les prix de toiles médiocres, revendant à des pigeons fortunés. Des mails volés via un hacker freelance à un étudiant en info que j'avais payé en cash révélaient des complicités avec un restaurateur parisien véreux. Chaque découverte était une lame que j'aiguisais, pas pour trancher, mais pour lacérer lentement. Mais la vengeance n'est pas que froide calcul, elle réveille des démons. Les nuits, je revivais le chalet en rêve, le rire de maman échoant dans les couloirs, le craquement de la neige sous les skis. Et Henri, intrus, vendant tout pour son vice. La rage me consumait, me faisant douter, étais-je comme lui, obsédé par une perte? Non. Lui détruisait, moi, je reconstruisais sur des ruines. Ma seconde frappe visa sa galerie. J'organisai une visite surprise avec un journaliste du Progrès, un ami d'études qui adorait les scandales artistiques. Sous prétexte d'un article sur les jeunes talents lyonnais, nous débarquâmes un après-midi pluvieux. Henri nous accueillit, charmeur, nous guidant vers une toile abstraite Info Basquiat, je le savais maintenant. Magnifique, n'est-ce pas? Authentifié par les meilleurs. Le journaliste hocha la tête, mais je vis son œil s'aiguiser quand je glissais, intéressant, cette signature. Elle ressemble à celle d'un atelier clandestin à Belleville. Henri transpirait sous son col. L'article parut une semaine plus tard, l'art lyonnais, entre génie et mystère. Pas d'accusation directe, juste des questions piquantes sur les provenances. Les collectionneurs appelèrent, annulant des rendez-vous. Henri me harcelait de messages, « Qu'est-ce que tu fabriques, Sophie? Arrête ça. » Je répondais par le silence, savourant son désarroi. Pourtant, il contre-attaqua. Une lettre de son avocat, menace de diffamation, rappelle que j'étais ingrate après tout ce qu'il avait fait pour moi. Pour moi. Je ris, amer. Il avait élevé mon deuil en orphelin, payé mes études avec l'argent de maman volé, en vérité. Mais la loi, cette garce impartiale, exigeait des preuves irréfutables. Je redoublais d'efforts, contactant d'anciens clients floués, tissant une toile de témoignage. C'est alors que je la revis, Claire, la sœur cadette d'Henri, une femme aux lèvres pincées et aux bijoux discrets. Elle m'invita à thé dans son appartement haussmannien de la Croix-Rousse. Il est en train de couler, Sophie. Et toi, tu sais pourquoi. Claire n'avait jamais aimé son frère trop flamboyant, trop égoïste. Elle me confia des dossiers, des dettes familiales qu'il avait refilées à leurs parents décédés, des bijoux de maman empruntés et jamais rendus. Fais ce que tu dois, murmura-t-elle, les yeux humides. Un allié inattendu, mais précieux. La nuit, seul avec un verre de vin rouge, je me demandais, jusqu'où irais-je? La vengeance est un miroir, elle reflète non seulement l'autre, mais soi-même. Et dans le mien, je voyais une femme brisée, mais forgée. Le chalet était perdu, mais pas mon feu intérieur. Henri paierait, et avec lui, tous les mensonges qui avaient volé mon enfance. L'été 2021 apporta une chaleur étouffante à Lyon, transformant les rues en four où les secrets mijotaient. Henri, acculé, tenta de se rapprocher, des fleurs livrées à mon atelier, des invitations à des vernissages. Réconcilions-nous, pour Élise, implorait-il dans un message vocal, voix craquelée. Pour Élise. L'invoquer comme un bouclier me donnait la nausée. Je répondis par un mail poli, discutons affaires, beau papa. Il mordit à l'hameçon. La rencontre eut lieu dans sa galerie, un soir de fermeture. Les néons tamisés illuminaient des nus expressionnistes, des éclats de chair et de douleur qui semblaient moquer sa propre déchéance. Il m'offrit un verre de champagne,
bulles qui pétillaient comme ses nerfs à vif. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? L'argent du chalet? Je peux racheter quelque chose. Je ris, doucement. L'argent? Non. La vérité. Je posai sur la table une pile de documents, relevés de casino, transferts vers des comptes à Genève, certificats falsifiés. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en fente de serpent. Où as-tu eu ça? Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je racontai l'enfance volée, le deuil amplifié par ses absences, le chalet vendu comme un vulgaire terrain. Tu as parié ma mère, Henri. Et perdu. Il s'effondra dans un fauteuil, vieilli de 10 ans en une minute. C'était pour nous sauver. Les dettes. Elles me dévoraient. J'ai pensé à toi, à ton avenir. Mensonge, encore. Mais pour la première fois, je vis la peur au pur, viscérale. Qu'est-ce que tu vas faire, murmura-t-il. Je me penchai, voix basse, te regardai tomber. Seul. Dehors, la nuit lyonnaise enveloppait la ville d'un manteau d'humidité. Je marchais le long de la Rhône, l'eau noire reflétant les lumières des ponts. La vengeance me grisait, mais elle creusait un vide. Étais-je en train de devenir lui? Non, on lui détruisait par égoïsme, moi, par justice. Pourtant, les nuits sans sommeil me hantaient de doutes, et si maman me voyait? Serait-elle fière, ou brisée? Ma troisième frappe fut publique. Avec l'aide du journaliste, j'organisai une exposition en fantôme, des toiles anonymes inspirées des faux d'Henri, exposées dans un squat de la Guillotière. Titre, voleur d'âme. Les médias mordirent, Le Monde titra scandale dans l'art lyonnais, héritage et trahison. Henri nia, bien sûr, mais les annulations pleuvaient. Un collectionneur influent, un industriel de Saint-Étienne, retira 200 000 € d'investissement. La galerie chancela. Il me confronta alors, ivre, à minuit devant mon immeuble. Salope! Tu ruines tout, cracha-t-il, à l'aigre. Je restai calme, le cœur battant. Comme tu as ruiné le chalet? Il leva la main à un instant, je crus qu'il frapperait. Mais il se ravisa, pleura même, pathétique. Aide-moi, Sophie. Pour ta mère. Je fermai la porte, le laissant à sa misère. Les semaines suivantes, je tisse plus serré. Contacter l'AMF pour les fraudes financières, glisser des tips à Bercy sur les paradis fiscaux. Chaque coup était calculé, pas pour détruire d'un coup, mais pour éroder, comme l'eau use la pierre. Henri commença à boire plus, à délirer sur des complots. Sa sœur Claire m'avertit, il parle de toi comme d'un démon. Fais attention. Attention. Le mot me fit sourire. La vraie peur était la sienne. Mais la mienne grandissait aussi, la solitude. Mes amis s'éloignaient, sentant le poison de ma quête. Un amant potentiel, un sculpteur aux mains calleuses, me quitta après une dispute, tu vis pour la haine, Sophie. Ça te bouffe. Peut-être. Mais la haine était mon carburant, mon phare dans la nuit. Un matin de septembre, une lettre arriva, l'acheteur du chalet voulait me rencontrer. Un retraité niçois, amoureux des montagnes. Votre beau-père m'a vendu une histoire larmoyante. Mais j'ai appris la vérité. Voici un chèque pour racheter, si vous voulez. 300 000 €. Pas assez, mais un début. Je refusai. L'argent ne rachète pas les souvenirs. Mais je notai son nom, un allié potentiel pour plus tard. Henri, lui, sombrait. Sa galerie ferma pour rénovation, euphémisme pour faillite. Il vendit sa voiture, une Mercedes rutilante, pour un tiers de sa valeur. Je le vis un jour, errant près du vieux port, costume froissé, implorant un ancien client. Mon cœur se serra au pas de pitié, non, mais une tristesse pour l'homme qu'il avait pu être. Avant les dettes, avant les mensonges. Pourtant, je n'arrêtais pas. La quatrième frappe, un dossier anonyme à la brigade financière. Des auditions suivirent, Henri fut convoqué, interrogé sur des flux suspects. Il m'appela en larmes, c'est toi, hein? Arrête, je t'en supplie. Je te rends tout. Trop tard. La machine était lancée, inexorable. Dans mon atelier, entouré de toiles à restaurer ou des blessures à panser, je me surpris à pleurer. Pas pour lui, mais pour nous, la famille brisée, les Alpes perdues. La vengeance guérissait-elle? Ou empoisonnait-elle tout? Je serrai les poings. Continuons.
pour maman. Pour le chalet qui murmurait encore dans mes rêves. L'automne 2021 drapa Lyon d'un voile ocre et rouge, comme si la ville saignait pour moi. Henri était une épave, rasé de près mes yeux creux, il hantait les bars de la presqu'île, cherchant des prés auprès d'ombres plus sombres que lui. Les journaux locaux titraient sur la chute d'un mécène lyonnais, photo floue de lui sortant d'un commissariat, menottes discrètes au poignet. La brigade financière avait mordu, perquisition, saisie de compte. Il dormait chez Claire maintenant, entassant des cartons de sa vie dissoute. Je le vis un soir, par hasard, au bord de la Saône. Assis sur un banc, il fixait l'eau noire, une bouteille de pastis à la main. L'homme qui m'avait un jour offert un pendentif en forme de flocon haut pour tes hivers alpins, Sophie n'était plus qu'une coquille. Pitié? Une seconde, peut-être. Puis la rage revint, brûlante. Il avait vendu mon âme pour des cartes. Ma 5e frappe fut personnelle. J'invitai Claire à dîner, dans un petit bistrot de la soie, où les quenelles flottent dans une crème divine. Il faut l'arrêter, dis-je en versant du vin. Elle hocha la tête, lèvres tremblantes. Il a toujours été faible. Mais toi. Tu es impitoyable. Impitoyable. Le mot résonna comme un compliment. Ensemble, nous compilâmes un dossier familial, testament falsifié, héritage détourné. Claire avait ses propres griefs ou une part d'héritage paternel englouti dans ses dettes. Le lendemain, je contactai un producteur de documentaires à Paris, un ami de la Beaux-Arts. Une histoire vraie, trahison, art, montagne. Il mordit, envoya une équipe. Les caméras débarquèrent à Lyon, interviewant d'anciens employés de la galerie, moi comprise. Il a vendu mon chalet d'enfance pour payer ses addictions, confiai-je à la caméra, voix brisée mais ferme. C'était le cœur de ma mère. Il l'a arraché sans remords. Henri, averti, tenta de s'incruster, cris, accusation de manipulation. La réalisatrice le filma, pathétique en plaid froissée, c'est ma fille. Elle ment. Le docu, Chalet perdu, les dettes d'un rêve, passa sur France 5 en prime time. Audience record. Les réseaux s'enflammèrent, vengeance alpine trending, des milliers de partages. Henri devint un punching ball médiatique, le joueur de Lyon, caricaturé dans Charlie Hebdo comme un rat de casino en smoking. Des clients outrés demandèrent remboursement, la justice avança, inculpation pour escroquerie, blanchiment. Il m'appela cette nuit-là, voix éraillée par l'alcool. Tu m'as tué, Sophie. Littéralement. Je répondis, calme, non. Tes mains l'ont fait. Bonne nuit, beau papa. Je raccrochai, le cœur cognant. Triomphe? Ou vide? Les applaudissements virtuels pleuvaient sur mon téléphone, mais dans le silence de mon appartement, je me sentis seul. La vengeance avait gagné, mais à quel prix? Claire vint me voir le lendemain, apportant un gâteau aux pralines, spécialité lyonnaise. Il est interné. Dépression, tentative. Il a laissé une lettre pour toi. Je lus, main tremblante, excuse larmoyante, promesse de remboursement, je t'ai aimé comme ma fille. Aimer. Le mot me brisa. J'aurais pu pardonner, un instant. Mais le chalet hantait encore, ses planchers froids, ses fenêtres embuées par nos rires perdus. Au lieu de cela, je poussai la 6e frappe, civile. Mon avocat déposa plainte pour appropriation indue, gelant ses derniers biens. Le tribunal de Lyon siégea, Henri, pâle en costume emprunté, plaida la faiblesse momentanée. Le juge, une femme aux lunettes sévères, me regarda avec compassion. Mademoiselle Lefebvre, avez-vous des mots? Je parlais, de maman, du chalet comme encre, de la trahison comme lame. Il n'a pas volé une maison. Il a volé une vie. Verdict, restitution partielle, dommages et intérêts. Henri sortit ruiné, interdit de gérer des biens pendant 10 ans. La presse titra justice poétique pour l'héritière flouée. Mais pour moi, ce n'était pas la fin. La vengeance est un cycle, elle laisse des cicatrices. Hiver vint, neige sur les toits de Lyon. Je louai une voiture, montai à Chamonix. Le chalet, réacheté avec l'aide de l'acheteur repentant, m'attendait. Vide, mais mien. Je m'assis au bord du lac, le Mont Blanc veillant comme un géant bienveillant. Les larmes vinrent enfin, pour maman, pour l'enfant que j'avais été, pour l'homme brisé que j'avais forgé. Pourtant, un doute persistait, et si j'avais pu sauver Henri? L'aider au lieu de le noyer? La réponse vint avec le vent, non.
La vraie force est de se relever, pas de tendre la main à qui vous a noyé. Le printemps 2022 éclosit en bourgeons timides sur les quais de la Saône, mais mon hiver intérieur persistait. Le chalet restauré était un pansement sur une plaie ouverte, j'y passais des week-ends à poncer le bois, à repeindre les murs en blanc cassé, comme les souvenirs effacés. Chaque coup de pinceau était un exorcisme, chasser l'ombre d'Henri, raviver l'écho de maman. Mais la vengeance, une fois assouvie, laisse un écho creux, qui étais-je sans elle? Henri avait disparu de Lyon, exilé à Marseille chez un cousin complaisant. Des rumeurs, il bossait comme vigile dans un casino ironie cruelle, gardien des vices qu'il avait chéris. Claire m'écrivait sporadiquement, il change, Sophie. Thérapie, double A. Il regrette. Regretter. Le mot flottait comme une bouée que je refusais de saisir. Pourtant, une nuit de mai, ivre de rosée solitaire, je composais son numéro. Sonnette dans le vide, puis sa voix, usée, Sophie. Je raccrochais, cœur en vrac. Ma vie reprit, laborieuse. À l'atelier, je restaurais un portrait de femme anonyme aux yeux hantés, lèvres ourlées de secrets. Comme un miroir. Un collègue, Marc, un graveur au tatouage discret, m'invita à une expo à la Confluence. Viens, lâche prise. Je vins. Rire forcé, vin qui coule, et pour la première fois depuis des mois, un baiser doux, sans calcul. Était-ce le début d'autre chose? Ou juste un pansement temporaire? Mais le passé rattrape toujours. Un matin, un colis, une boîte en carton, postée de Marseille. Dedans, le pendentif flocon, terni mais intact, et une lettre manuscrite. Je l'ai gardé pour toi. Pardonne-moi. Henri. Les mots dansèrent sous mes yeux, brouillés. Pardonne. La vengeance m'avait libéré, mais pas guéri. J'appelai Claire, dis-lui que je viendrai. Le voyage fut un calvaire, TGV bondé, puis autoroute sous la pluie battante. Marseille, ville de sel et de fureur, m'accueillit avec son Mistral cinglant. Le cousin habitait un HLM des quartiers nord, béton gris contre le bleu impitoyable de la mer. Henri ouvrit la porte, silhouette voûtée en polo délavé. Entre, murmura-t-il. Le salon puait le tabac froid et le regret. Photo jaunie sur le buffet, nous trois au chalet, sourire figé. Il versa du café, main tremblante. Je ne dors plus, Sophie. Les nuits, je revois ta mère. Et toi, petite, courant dans la neige. Il pleura, sans retenue à un homme brisé, pas l'ogre de mes rêves. Je l'écoutais, les dettes nées d'un deuil précoce, son père ruiné par une faillite, le jeu comme fuite, puis prison. J'ai voulu être le père que tu méritais. Et j'ai tout gâché. Pour la première fois, je vis l'homme, pas le monstre. La rage fondit, laissant place à une tristesse immense. Pourquoi le chalet, demandai-je, voix rauque. Il baissa les yeux. C'était le plus précieux. Je pensais. Que tu t'en remettrais. Précieux. Comme si les objets valaient plus que les âmes. Mais en le voyant ainsi, je compris, la vengeance n'efface pas, elle transforme. Nous parlâmes des heures de maman, de mes études, de ses thérapies. Pas de pardon clair, mais une trêve. Je vends ce que je peux pour te rembourser, promit-il. Je hochai la tête. Garde pour toi. Vis proprement. En partant, je laissai le pendentif. Pour tes hivers, maintenant. De retour à Lyon, le poids s'allégea. Marc m'attendait avec un pique-nique au parc de la Tête d'Or, fromage, baguettes croustillantes, soleil filtrant à travers les platanes. Tu as l'air apaisé, dit-il. Apaisé. Oui. La vengeance avait été mon feu, l'absolution, ma cendre fertile. Pourtant, des braises subsistaient. Le docu remporta un prix au FIPA, invitation pleuvait pour des talks sur la résilience familiale. Je parlais, non plus de rage, mais de guérison, comment la trahison forge, comment le pardon libère sans oublier. Le chalet devint un projet, auberge éco, pour des âmes perdues en quête de montagne. Première réservation, une veuve de Grenoble, cherchant refuge. Henri m'écrivit un mois plus tard, sobre depuis 3 mois, job stable comme consultant en sécurité. Merci de m'avoir forcé à regarder. Merci. Ironie douce. La vie, cette grande tragédie française, reprenait son cours imparfaite, mais vrai. Été 2023.
Les Alpes scintillaient sous un soleil impitoyable, transformant le chalet en joyau retrouvé. J'y installai l'auberge, chambre simple, bois ciré, vue sur le Mont Blanc comme une promesse. Ouverture officielle un samedi de juillet, avec Marc à mes côtés au son alliance froide contre ma peau chaude. À nous, murmura-t-il en levant un verre de Génépi. À nous. La vengeance avait creusé le lit de cette vie nouvelle. Les premiers hôtes arrivèrent, randonneurs essoufflés, couple en lune de miel, une artiste berlinoise peignant des aquarelles du lac. Je les guidais sur les sentiers, racontant des histoires de mamans opales et sombres, les lumineuses, les tartes aux myrtilles qui débordaient, les veillées à conter des légendes vaudou. Le chalet vivait à nouveau, pouls battant. Henri vint en septembre, seul, valise usée. Pour aider, dit-il, maladroit. Je l'employais comme homme à tout faire, réparation, feu de cheminée. Les silences étaient lourds au début, ponctués de pardons murmurés. Puis, les rires revinrent timides, sur une anecdote de chasse aux champignons ratés. Claire rejoignit un week-end, apportant des pralines et des questions, c'est la paix? Paix. Pas totale, mais suffisante. Un soir, autour du feu, il parla enfin, j'ai parié ta vie contre la mienne, Sophie. Et perdu. Mais tu m'as rendu la mienne. Je hochai la tête, larmes chaudes. On recommence. Pas comme avant. Pas comme avant. La famille n'était plus sang, elle était choix. Les saisons tournèrent. L'auberge prospéra, critique dithyrambique dans le Figaro, un havre de résilience alpine. Marc et moi, nous parlâmes enfant à un petit flocon, peut-être, courant sur la neige. La vengeance? Un chapitre clos, mais fondateur. Elle m'avait appris, la douleur forge l'acier, mais l'amour le tempère. Un matin d'hiver 2024, neige fraîche, je sortis skier. Le vent fouettait mon visage, liberté pure. En bas, le chalet fumait doucement, lumière chaude contre le froid. Henri chargeait du bois, Claire tricotait, Marc lisait à voix haute. Maman, quelque part, souriait. La vie n'est pas un drame sans fin, c'est une tragédie qui renaît en comédie. J'avais vengé, pardonné, reconstruit. Et dans les Alpes éternelles, j'étais entière.